La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, le Libraeris scientificus, une espèce en voie de disparition. Si mon faux latin ne vous a pas dérouté, la question du libraire scientifique reste entière et c'est de ça dont on veut parler aujourd'hui. On a vu arriver les grandes librairies en ligne, telles qu'Amazon, il y a à peu près une douzaine d'années, une quinzaine d'années, ce qui a perturbé considérablement les librairies ayant pignon sur rue. Aujourd'hui, c'est au tour du livre électronique d'arriver et de tout perturber dans l'équilibre fragile qui s'était établi entre les libraires en ligne et les libraires de rue. Que restera-t-il d'ici quelques années de ce commerce vieux de plusieurs centaines d'années et sur lequel repose encore aujourd'hui le savoir de l'humanité? La réponse à cette question n'est peut-être pas aussi universelle qu'on voudrait le croire. En effet, au fil du temps, chaque société a développé une relation assez particulière avec le livre. Et la librairie française n'est pas la librairie américaine, ni la librairie québécoise. La librairie scientifique n'est pas non plus la librairie généraliste. Quelles sont les règles qui régissent le monde du livre? Comment le Québec se compare-t-il avec l'étranger? À quoi doit-on s'attendre au cours des prochaines années? Pour répondre à ces questions et à plusieurs autres, nous recevons cette semaine Régis Milot, qui fut libraire pendant plus de 15 ans dans les secteurs de génie, sciences et administration à l'UQAM et à l'Université de Sherbrooke. Régis Milot poursuit aujourd'hui des études doctorales en administration et est chargé de cours dans le programme d'édition à l'Université de Sherbrooke. Régis Milot, bienvenue à La Grande Équation. Merci beaucoup de votre invitation. Vous avez suivi depuis plusieurs années le monde des librairies. Est-ce que vous pouvez nous tracer un peu l'évolution des librairies depuis le début de votre carrière vers le milieu des années 80? J'ai commencé au début des années 80 à travailler dans une librairie de type, qu'on pourrait dire, généraliste. C'était une petite librairie à Outremont qui s'appelait la librairie Hermès, qui était une librairie de quartier tenue par Élisabeth Marchaudon, qui était une librairie surtout orientée vers la littérature étrangère et avec une petite spécialisation en psychologie. Mais c'était une librairie qui faisait à peu près 150 mètres carrés ou 1500 pieds dans le temps, et qui avait pignon sur rue, mais qui avait une orientation très ouverte, très collée sur sa clientèle de passage. Or, moi, j'étais un homme qui aimait plus lire les essais et l'histoire que le roman. Alors, je me suis tourné au début vers des librairies qui se spécialisaient dans un thème. Mon premier librairie que j'ai travaillé, c'était une librairie des sciences administratives tenue par Pierre Courtemanche, qui était une librairie uniquement orientée vers la clientèle de gestion. Mais c'était une clientèle et une entreprise avec un focus extrêmement précis, qui était près de l'UQAM, donc qui s'orientait vers la faculté d'administration et l'école des sciences de gestion. Ces librairies-là n'étaient pas institutionnelles, mais très proches des universités et très proches du centre des affaires. Donc, il y avait toujours une relation d'une librairie spécialisée avec une clientèle et souvent des centres de savoir ou de recherche. C'était une évolution qui s'est jouée là-dessus. Et c'était des petites librairies qui avaient un focus ou une orientation très précise. Les grandes surfaces, dans le temps, on parlait encore de W.H. Smith et de Chapters. Indigo n'était pas encore arrivé sur le terrain, qui est devenu une extension pour niveau anglais. Mais il y avait encore les petites chaînes comme Champigny, Renaud-Bré, Lettres et Sons. Il y avait des petites librairies de quartier ou de région, mais qui n'étaient pas hyper spécialisées. Il fallait aller dans les campus universitaires pour voir soit des librairies institutionnelles tenues par les universités, des librairies privées ou quelquefois déjà quelques librairies coopératives comme la coopérative des HEC ou la librairie Zone Université Laval qui commençait comme librairie de campus à la structure coopérative. On avait à ce moment-là de nombreuses petites librairies indépendantes qui dominaient vraiment le marché du livre généraliste. On avait assez peu de librairies universitaires comme telles et de nombreuses librairies spécialisées qui étaient, comme vous dites, accrochées aux universités. Oui, les petites librairies universitaires privées, il y en avait comme exemple à Sherbrooke, il y avait la librairie GGC, il y avait des autres
comme le groupe Guérin à Montréal, mais c'était des petites librairies qui n'étaient pas spécialisées. On a eu un exemple de librairie de type quasi-universitaire, c'était la librairie Bernard Hinault qui était au centre-ville, qui était une librairie spécialisée en génie et architecture. Suivait pas la clientèle universitaire, mais plutôt la clientèle professionnelle. Pourtant, les universitaires aimaient bien s'y rendre parce qu'elle avait une sélection autour de cette thématique-là très forte. Et elle était un peu en compétition avec la Coop Polytechnique et l'ETS émergeait encore à cette époque, donc c'était pas encore important comme librairie au lieu de maintenant. Et si on fait l'évolution rapide entre 85 et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez qui a changé dans ce paysage-là? Il y a eu plusieurs choses. La première chose, il y a eu l'évolution des librairies de campus elles-mêmes qui, avant, étaient on pourrait dire des comptoirs ou des petites surfaces qui, tranquillement, prenaient le relais des librairies institutionnelles qui avaient développé au fil des ans une certaine expertise, mais qui étaient toujours à l'intérieur des murs et toujours le même personnel de l'université et de la librairie. Il s'est développé une expertise à travers les librairies universitaires de savoir commander, opérer, gérer, développer un stock et en même temps une offre de service. Il faut pas oublier que la librairie reste lieu du livre. Et le lieu du livre est un lieu de savoir et d'échange. Et cette évolution-là suit comment la librairie a évolué aussi. Et or, depuis les 20 dernières années, l'arrivée d'Amazon avec Jeff Bezos à sa tête et ensuite la suivi des grandes librairies françaises comme À la Page ou les groupes allemands qui ont été très importants, ça a changé la donne parce que soudainement, le livre comme objet papier, comme objet de savoir principal pour l'apprentissage, la détente et la recherche, a explosé parce que le format a passé du papier à maintenant aux versions électroniques. Et ça a changé la donne de voir le lieu du livre qui se représentait par la librairie à devenir maintenant simplement un des points et non le seul point de contact entre un lecteur et son objet de lecture. Maintenant, on peut aller sur une page Internet et commander un livre, soit sous format papier, soit un format électronique que l'on peut télécharger sur une tablette, un iPad ou un Kindle pour Amazon ou un autre genre d'objet. Et le changement a quand même été différent au Québec de ce qu'on a vu aux États-Unis, de ce qu'on voit en France. Comment vous caractériseriez le changement, l'évolution de la librairie au Québec dans un cadre que vous venez de décrire de compétition avec l'Internet? Je dirais qu'il y a eu deux choses qui sont à voir. Comme exemple, au Canada anglais, la mainmise d'un seul groupe, dans ce cas-ci Chapter Indigo, sur plus de 50% de la vente au détail de la librairie générale avec sa chaîne qui a près de 375 librairies au Canada est énorme. Tandis que si on regarde le réseau québécois, les chaînes comme Renaud-Bré, Archambault et le réseau des coopératives fait que le poids d'un seul joueur n'est pas aussi lourd. Dans le livre universitaire, l'évolution a fait que les librairies de campus sont principalement des coopératives, tandis qu'au réseau anglais, sont presque tous des entreprises privées, comme le groupe Follett ou le groupe Barnes & Noble. Et ça a changé la donne parce que la réaction des dirigeants est beaucoup plus proche de leur constituants, si on pourrait dire, des gens sur place, tandis que quand on parle d'une chaîne internationale ou américaine, le centre de décision se fait à l'extérieur. Il y a une distance entre les besoins de la clientèle et la réalisation des actions pour le suivre, cette clientèle. En d'autres mots, un choix de livre va être beaucoup plus collé à la réalité d'une librairie au Québec que celle qui serait faite par un directeur qui décide que pour sa chaîne de 800 librairies, comme le groupe Follett américain, les 800 vont dire, bon, vous allez gérer ça à peu près comme ça, vous avez un peu d'ajustement local, mais c'est tout. Il y a beaucoup plus de proximité avec la clientèle au Québec qu'il y aurait dans le reste à l'extérieur. Et je vais vous donner un exemple de comment les choses ont évolué. Quand mon père était aux études en génie, dans les années 50, ce n'était pas des livres anglais qu'ils avaient comme quelquefois pour les études avancées, c'était des livres allemands. Parce que les meilleurs livres en génie étaient des livres allemands. Tandis que quand on arrive ici, maintenant, ce sont les livres anglais. Il faut penser que la langue au Québec représente un cas important d'accès au savoir. On a toujours voulu avoir accès en français, mais certaines disciplines de savoir ont, dans une autre langue, une grande recherche, que ce soit en allemand, que ce soit en russe, en mathématiques dans les années 70. Maintenant, c'est en français et qui s'est développé énormément de choses. Mais ça fait que les librairies au Québec doivent comprendre qu'ils doivent être capables de commander et en français et en anglais. Ici, vous parlez surtout des librairies plus spécialisées scientifiques. Exact.